le film Une Vierge chez les morts vivants ou Christina, princesse de l'érotisme, c'est une production Eurociné. C'est un film donc produit par Marius Le Sueur. Et comment avez-vous rencontré... Oui, voilà. Pas exactement. C'est-à-dire qu'en principe, c'était une production de Prodif. De Prodif, donc une société, je crois, Liechtenstein, plus Canada. Et après, il y a Marius Rossinet qui est entré dans le coup. Mais comme départ, comme point de départ, ce n'était pas une production de Rossinet. Alors ça ne s'appelait pas ni Vierge chez les morts vivants, et il s'appelait pas du tout Christine, princesse de Croix-Étoile étoiles. Ça s'appelait La nuit des étoiles filantes. Ce qui est un titre que je trouve est 150 000 fois meilleur que les autres des Corneille, je pense. Et je trouve que c'est un des films auquel je tiens le plus, que je trouve qui a été massacré, détruit, et que heureusement, on est en train de les rééditer, et il y a eu déjà même un DVD et une vidéo fait par le Saglé, Redemption Films, qui est presque 100% comme je voulais le faire. Et alors, si quelqu'un regarde ces films dont je vous parle, donc La nuit des étoiles filantes, telle qui est l'édition de Redemption, vous allez comprendre pourquoi je suis tellement furieux des merdes qu'on a fait avec les matériels qu'on avait tournés, avec un tel amour, et avec une dédication, et en prenant un temps incroyable pour faire chaque plan. C'est facile de détruire un film, c'est très facile. Les faire bien, c'est plus difficile. Alors, j'espère que maintenant, on va... j'ai parlé d'ailleurs déjà avec Eurociné, et je parlais aussi avec les distributeurs qui vont avoir la DVD en France, pour récupérer cette version. Parce que ça existe. Avant, ça n'existait pas. Je ne pouvais même pas dire, s'il vous plaît, pourquoi on ne commence pas à chercher les chutes. Non, mais là, ça existe. Et ça a été réédité. Je crois bien que le monteur de Redemption est venu à Paris, et il a eu un entretien avec Daniel, et ils sont étudiés, investigués. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais le résultat qui pour moi a été une espèce de surprise extraordinaire, c'est que le montage qui est sorti de ce travail, c'est la perfection. Il n'y a qu'un plan, un seul. Dans un film où il y en a tout au moins 600 plans, il y a un seul qui n'est pas placé là où je voulais. Mais putain, c'est la gloire, quoi. Un seul plan. Et en plus, d'ailleurs, il s'est déplacé, mais de très peu. C'est récupérable, même. Alors, ces films, c'était l'idée, c'est basé sur une petite nouvelle poème d'un écrivain espagnol du XIXe siècle qui s'appelle Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, qui faisait des romans, des histoires et des poèmes sur les morts, sur des gens qui sont morts, déjà les personnages qui, en général, chez lui, ce sont tous des morts, qui mènent une vie parallèle, ou qui ont produit un certain magnétisme dans les endroits où ils sont vécus, qui fait qu'il y a quelque chose d'eux qui reste. C'est un écrivain très intéressant. Et alors il avait écrit un petit poème que c'était une maison où il y a une cloche, et la cloche, le jour de vent, une maison à la campagne, sonne seule. Et ça sonne seul parce qu'on appelle les êtres qui avaient habité la maison. C'est la maison qui appelle. Bon, alors, c'est une histoire très courte, mais très belle. Alors, moi, j'ai pris cette idée pour faire l'histoire c'est pas une cloche, c'est une jeune fille qui arrive dans cette maison, parce que elle a eu une lettre, et c'est une lettre qu'après on découvre, entre guillemets, qui a été écrite il y a 150 ans. Et dans cette lettre, une fille qui était l'arrière-arrière-grand-mère de cette fille,
écrit une lettre aux gens qui habitent la maison pour les dire qu'il veut passer quelques jours avec eux. Alors les autres répondent et elle part. Mais elle part un siècle et demi plus tard. Et qu'est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre les esprits. Pas les morts vivants. Non, pas ça. Les esprits des gens qui avaient habité la maison parce qu'ils ont laissé des empreintes de leur présence. Et moi, j'ai toujours trouvé que cette histoire est merveilleuse. Alors, j'ai fait ça, pas autre chose. Alors, il n'y a qu'un seul personnage réel, que c'est la jeune fille, et qui se trouve devant les excès, les folies, les réactions contradictoires et tout, des êtres qui n'existaient plus, qui ont été là, ou qui ont vécu là, voilà. Et moi, je trouve que l'histoire est fort intéressante et qu'en même temps, elle est populaire. Ce n'est pas une histoire pour métaphysique, pour des mentalités éclairées et pour des gens connaisseurs profondément de la philosophie actuelle. Non, c'est une histoire romantique plutôt, et que je trouve qui est passionnante parce qu'il y a quelque chose de Henry James dedans, un peu ça. Et alors j'étais bien content de le faire, et les films, j'ai trouvé à la fin que c'était super bon, enfin super bon, entre guillemets, dans mes possibilités. Et personnelles, je ne dis pas possibilités de production, possibilités personnelles. Et les films après, ça a été massacré parce que le distributeur ne le trouvait pas assez commercial, parce que l'autre disait c'est pas sexy, et l'autre disait c'est trop sexy, comme d'habitude. Il y a un moment où on coupe, on ajoute, et je me suis trouvé devant un film bâtard et violé par un autre monsieur que je ne vais pas mentionner ici, réalisateur français, qui a eu les couilles de pas mon matériel et de commencer à trucider comme ça m'a permission, une chose qui ne serait plus possible de faire, parce que je le fais en procès devant l'Institut du cinéma, et alors il les paye. Alors, on ne peut pas faire ça, c'est défendu de faire ça, entre des confrères dans une profession. Alors, pourtant il s'en foutait, il l'a fait, et le film était ruiné, parce que je ne dis pas si son travail était bon ou mauvais, je ne veux pas juger. C'est simplement que c'était autre chose, et c'était autre chose fait par quelqu'un d'autre, et qu'on n'a pas le droit de faire ça, d'être en morale, bien sûr. Il n'ira jamais en prison comme ça. Mais heureusement que je ne connaissais pas le genre de rédemption à Londres, mais ils ont reçu le film, ils se sont renseignés, ils ont compris qu'il y avait une autre version, alors ils se sont démerdés pour la reconstruire. Et ça existe. Donc tout ce que je dis, moi en général, je suis assez prudent, je dis les choses que je peux prouver. Alors je prends ma copie du film, je vous la montre, et vous regardez d'abord l'autre, l'actuel, et vous jugez vous-même, et vous dites, ah oui, ou ah non, tu as tort, parce que ça... Voilà. Alors j'espère que le DVD du film va être tiré de cette reconstruction, qui d'ailleurs a été faite parce que le film est un scope, et la reconstruction est faite en scope, et très bien faite, les couleurs sont magnifiques, et tout est très bien. Disons que c'est presque les 100% ce que j'ai voulu faire quand j'ai tourné le film. Et le film a de très bons acteurs, ça a été tourné entièrement au Portugal. Moi, les films originaux, je trouve, c'est mon enfant maltraité par le monde. Mais c'est un de mes films favoris, si j'ose dire favoris, parce que je n'ai pas de films favoris. Mes films favoris, c'est Jean-Paul. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Marius Le Sueur, qui a été producteur d'un nombre incalculable de vos films? La première fois que vous l'avez rencontré? Ah oui, mais je me rappelle très bien. Oui. C'était où? C'était quand? C'était au bureau d'une production à Madrid qui s'appelait Hispamer Film, qui est disparu depuis bientôt 20 ans, et dont le producteur
En principe, c'était une productrice qui était une comédienne de Barcelone, et son mari était M. Sergio Newman. Sergio Newman, c'était un des personnages les plus sympathiques et incroyables que j'ai connus de ma vie. Il s'appelait Sergio Newman Sack. Et il était un juif russe, transporté, sa famille, en Bolivie. Et il était né en Bolivie, donc c'était un juif russe, bolivien. Mais quand vous parliez avec lui, il avait un accent catalan à mourir. Il est entré en rapport avec Marius, bien avant que je connaisse Marius. Et ils ont fait, je crois d'ailleurs à Barcelone même, des productions ensemble ou des choses comme ça. Et après, je savais qu'il était venu à Madrid. Ce monsieur m'appelait pour me proposer un film. Je venais d'avoir, je crois que c'est le seul prix que j'ai eu de ma vie. J'avais fait un moyen-métrage sur Pío Baroja, sur un écrivain basque. Merveilleux, écrivain. Et moi, j'avais fait un moyen-métrage qui, par ministère de la Vie, a eu 17 prix. Je ne sais pas combien. Tous les prix du monde. Pour des moyens-métrages, pour des courts-métrages. Il y a eu le prix à Melbourne, il y a eu le prix à Saint-Sébastien, il y a eu le prix à Punta del Este, il y a eu partout. Et alors, voilà, un producteur qui t'appelle et qui te dit la première des choses avec son accent catalan, Monsieur de Franco, bon, voilà, je suis Sergio Newman, je veux parler avec vous, parce que j'ai vu votre film sur Pío Baroja. J'ai dit, oh merde, il va me faire un grand roman de Pío Baroja. Et il m'a proposé un film de couplets, un film de chansonnettes du début du siècle. C'était à la mode en Espagne à l'époque de faire des films comme ça, de vieilles chansons. Alors, malgré quoi, j'ai dit oui, parce que ça m'intéressait. Passer de faire un moyen-métrage à être reconnu, parce que d'ailleurs avec lui, on était sûr d'avoir une belle distribution sur l'Espagne, etc. Et une sortie première classe et tout. Et il m'a laissé, après, liberté pour travailler dans le scénario et pouvoir enlever la plupart des conneries qu'il y avait dedans. Et voilà, et on a fait le film. Et quand on préparait ces films, 2 semaines avant le début du tournage, et il m'appelait au bureau, où j'étais en train de préparer avec les gars de la production, et il me dit, je vais te présenter un monsieur que c'est mon partenaire français, que c'est M. Le Serre, et qui a très envie de te connaître, parce que peut-être il va entrer aussi dans cette production. Et alors je dis, enchanté, monsieur, il était étonné de que je parlais en français 200, disons. Et alors on a commencé à parler, on a déjeuné ensemble. Et il m'a expliqué qu'il voulait apporter dans le film quelques acteurs et qu'on allait les chercher ensemble. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez assez les... Je dis, oui, je connais le cinéma, enfin les acteurs français, les cinémas français mieux que l'espagnol. C'était vrai d'ailleurs. Et alors, même le répertoire de chansons, c'est la première fois qu'on a sorti vraiment de l'oubli. Parlement d'amour, avant Dalida, Parlement d'amour, que les nouvelles générations ici ne connaissaient pas, en Espagne n'en parlons pas. Et voilà, on a fait le film et tout s'est bien passé. Et à partir de là, on est entré à un rapport et elle m'a dit, si tu viens à Paris, alors on va discuter parce que probablement on va faire d'autres films ensemble et voilà, c'était parti. Et depuis, combien de films avez-vous fait avec Eurociné? Pardon? Combien de films avez-vous tourné avec Eurociné? Combien? Oui, une vingtaine, une trentaine Plutôt une trentaine qu'une vingtaine, plutôt une quarantaine qu'une trentaine. Hein. Entre 30 et 40, je crois. Oui, parce que, imaginez-vous, c'était à longueur. Je vous parle, le premier était 1961, et on est en 2002. Et on va faire un film très prochainement, encore. Alors, dans l'espace de 42 ans. Presque un demi-siècle de collaboration. Et pas tout le temps, mais on s'interrompait, on s'est fâché, parce que notre histoire, c'est comme un couple qui se sépare, qui se réunit, qui dit « Non, jamais, plus jamais avec toi, plus jamais !» Et 6 mois plus tard, il y a un coup de fil. « Écoute, pourquoi on parle comme ça ?» C'était toujours comme ça. Et j'essaie
je les connais tellement que je sais tout ce qui y a de bien, enfin plus ou moins, peut-être qu'ils sont encore des secrets, mais des biens, des mal et des... Je le connais trop. Alors si je filme avec eux, je sais qu'est-ce qu'il va y avoir plus ou moins comme difficulté, qu'est-ce qu'il va y avoir comme bonne chose. Et les bonnes choses sont plus que les difficultés, parce que en fait, je sais qu'ils sont assez chiants, ils ont été assez chiants avec d'autres réalisateurs, mais je sais qu'avec eux, je tourne comme je veux. Ils ne s'en mêlent pas, bien au contraire, ils sont plutôt des fans de mon cinéma. Et ça, c'est bien, non? Un producteur qui est d'accord avec ta façon de voir les choses, quoi. Oui, puis c'est un peu l'esprit de famille que vous aimez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des grands passages d'amour, de temps en temps des engueulades, mais vous finissez toujours par les retrouver. Toujours. Oui, c'est ça. D'accord. Et au niveau des séquences érotiques de Christina, au bout d'un certain temps, vous n'avez pas parfois l'impression que vous avez déjà filmé telle séquence? Parce que c'est dur de se renouveler dans l'érotisme, finalement. Très, très dur. Ça dépend de l'histoire. Parce que moi, je ne dis pas, on va faire une séquence érotique. Alors il y a ce couple qui va faire l'amour, et l'autre qui va regarder. C'est en fonction de l'histoire. Du moment où c'est en fonction de l'histoire, tu pourrais me demander aussi, tu n'as pas ras-le-bol de faire des montées d'escalier. Oui, ça dépend de l'histoire, de comment ils montent et qui ils montent, et pourquoi. Tu vois, je trouve qu'avec les cinémas érotiques, ou ceux qui considèrent le cinéma érotique, il y a un point de vue mesquin sur le thème. Parce que, qu'est-ce que c'est que les séquences érotiques? Ça peut être plus érotique même s'ils ne se touchent pas, ou s'ils ne se déshabillent pas, ou s'il y a un regard. Alors, c'est en fonction de l'histoire que tu fais, et des acteurs que tu as surtout. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, il y a des comédiens et des comédiennes qui ont, eux, un espèce de magnétisme érotique, et la même montée d'escalier ou les mêmes séquences où on se serre les mains, prend une autre dimension. Moi, je n'ai jamais tourné en tant que réalisateur avec Jeanne Moreau, jamais. Mais j'étais le réalisateur de la seconde équipe de Champs at Midnight avec Orson Welles. Donc, j'ai connu Jeanne Moreau, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et le jour que je l'ai connue personnellement, c'était sur les tournages, j'ai dit, c'est une vieille dame hein, avec les genoux tordus comme ça. J'ai trouvé que... Mais au moment où elle entrait dans le champ, elle était 30 ans plus jeune, plus belle, érotique, profonde, avec un œil extraordinaire. Et alors, c'est ça le cinéma, c'est ça l'érotisme. Et je rappellerai toute ma vie, les jours que je vis le film avec Bardot et elle, l'histoire de l'humain de Viva Maria de la guerre mexicaine. Et où elles font, les deux, l'invention du striptease. C'était un film à scope. Je suis allé le jour de la sortie à Paris. Et voilà, et il y avait l'une qui faisait du strip de son côté et l'autre de l'autre. Bardot était dans le sommet de sa beauté, de son chien, tout. Et Moreau était une femme déjà 20 ans plus vieille. Et tout le monde regardait Moreau. Comme ça, tout le monde. Et c'est la preuve du magnétisme d'un comédien et que c'est ça qui compte. Moi, quand on dit, est-ce que tu crois que celle-là a le corps assez joli pour être déshabillée, pour faire de l'érotisme? Et j'ai dit, elle a l'œil formidable, donc tout le reste va être formidable. Parce que c'est une question d'intelligence et d'avoir l'œil. Et alors, tu vois, tu me dis, est-ce que tu n'as pas ras-le-bol de tourner des séquences érotiques? Oui, je devais faire encore des séquences érotiques avec une pauvre conne. Hein, des Vallecas avec qui j'ai tourné un film Avantage, sûrement je ne le ferai pas. Mais s'il y a des éléments nouveaux, s'il y a des êtres qui sont passionnants ou qui intéressent, évidemment que je pars le bol, j'aime beaucoup. Et l'érotisme, ce n'est pas une petite chose, c'est tout un univers de possibilités. La preuve de ça, c'est un univers de possibilités qui ne finissent jamais. C'est comme le fantastique aussi. En plus.
vous l'utilisez en suggérant tout, en montrant rien finalement. Et dans Christina, il n'y a pas d'effets spéciaux, Non, il n'y a rien. il y a rien. Pourtant, c'est un film fantastique. Oui, oui, c'est un film fantastique parce que le contexte est fantastique. Mais un film fantastique, bon, on parlait de Henry James. Si vous avez vu le film de Jack Clayton, Les Innocents, oui. ouais, Les Innocents, c'est un film fantastique, non? Oui. Il n'y a pas un seul effet à la fois, non? Mais il n'y a rien là. Il y a une espèce de monde sombre, inquiet, malsain, et que c'est ça qui est l'intérêt. Moi, je trouve que les films les plus érotiques ne sont pas les films où on voit plus de chair. Moi, je trouve que, par exemple, la vie privée de Bardot, c'est beaucoup moins érotique, en parlant du même réalisateur que les films de Lumal avec Moreau. Comment ça s'appelait? Le film qui était extraordinaire, qui était censé être interdit par la censure française à l'époque. Bon, alors j'ai vu ces films, parce que j'habitais Paris à cette époque, comme vous voyez, pendant très longtemps. Alors, et tout, oh, le scandale, on ne voyait même pas ça de Moreau. Mais il y avait la charge érotique personnelle de Jeanne, et en plus, il y avait l'intelligence de Lumal. C'est un bon cocktail. Ah ouais, c'est un très bon cocktail, comme vous dites. Ouais, ouais. Malgré, disons, le charcutage du film Christina, princesse de l'érotisme, vous gardez un bon souvenir du film quand même, malgré le traitement que les producteurs... Oui, disons que je garde un très bon souvenir jusqu'à un moment où j'ai vu ce qu'ils avaient détruit. À partir de là, j'ai un très mauvais souvenir et je suis nerveux à chaque fois que j'en pense, mais il y a une chose qui me réconforte maintenant. C'est pour cela d'ailleurs que je peux parler si longtemps là-dessus. J'avais commencé à crier et en colère, et c'est que ça existe à nouveau. Et c'est un bon film.